rappeler un tout petit peu par rapport au dernier séminaire. Je ne sais pas si quelqu'un veut intervenir par rapport à l'individuation, par rapport à ce qu'on a présenté. Voilà, on a présenté les 4 ontologies d'Escola. Hein? Oui, quelqu'un à la fin, c'est Christophe, l'absent, qui a posé la question sur l'émancipation et tu as dit que tu voulais rebondir sur ça. Voilà, absolument, absolument, tout à fait. Tout à fait, parce que, oui, l'idée d'émancipation, on peut la prendre dans 2 sens, mais après je vais revenir, non, mais quand on parle d'ontologie dans le sens de l'Escola, on n'est pas en train de parler d'un récit, non, on est en train de parler d'un agencement matériel, objectif, de comment, bon, pour reprendre les catégories marxistes, non, c'est-à-dire c'est les forces productives, les relations de production, la superstructure idéologique, et c'est l'ensemble de l'existant agencé. C'est que Descola appelle pas pour rien une ontologie. C'est-à-dire que justement Descola, il n'appelle pas ça pour force de force une culture, parce que culture, c'est ce que l'Occident va construire en mettant de côté un ensemble qu'il va nommer nature, non? Et donc culture-nature, et culture-nature correspond à une ontologie seulement. Mais disons civilisation. Hein? Pourquoi est-ce qu'il n'appelle pas 4 civilisations? Toutes les 4 correspondent à des définitions d'une civilisation. Tous les 4 ont des modes de circulation, des liens de parenté, des tabous, des permissions, des possibles, des non possibles, n'est-ce pas? Des modes de production, comme je disais, bon, etc. Mais pourquoi pas civilisation? Parce que ni le totémisme, ni l'analogisme, ni le naturisme, ni l'animisme sont simplement des civilisations, si par là on comprend une superstructure, si on comprend par là une vision de comment, encore moins, non, comment une société se voit. Hein. Ça c'est Marx, mais c'est pas que Marx, mais Marx il écrit, on ne juge pas une société par l'idée que cette société ou l'image que cette société s'est fait d'elle-même, comme pareillement par rapport à une personne. Hein. C'est pour ça que souvent on fait un parallèle entre le travail social, la militance sociale, etc., et un travail thérapeutique, un travail psychothérapeutique. Pourquoi? Parce que c'est vrai qu'il s'agit dans les 2 cas d'une connaissance, non? Une connaissance qui n'est pas une information, une connaissance de comment on fonctionne, non? Connaissance de ses comportements propres, connaissance de ses tropismes, bien. Alors donc, si Escola appelle ça ontologie, c'est pour parler que c'est de l'être objectif, non? Et non pas dans un cas d'un récit. Alors, on va revenir à la question de l'émancipation, mais nous, hein, comme on est des résidus d'occidentaux, on est ce qui reste de l'Occident. Alors, nous, aussitôt on entend parler de ce type de circulation, de savoir, des rapports, des parentés, etc., la première pensée qu'on a est une pensée occidentalocentriste, c'est-à-dire, mais on ne peut pas sortir de ça, n'est-ce pas? On ne peut pas sortir de ça. Et en fait, la préoccupation, ce n'est pas si on peut sortir ou pas sortir d'un mode de circulation, d'un mode de production, d'un mode de pensée, n'est-ce pas? Parce que ça, c'est une vision occidentalocentriste, parce qu'on dit, on voit là-dedans, comme dans un truc de science-fiction, des individus capturés dans des circuits normés. Mais bon, à vrai dire, l'Occident, c'est exactement la même chose du point de vue ontologique de l'anthropologue, n'est-ce pas? C'est-à-dire la circulation qui se prétend des individus qui librement choisissent et qui librement s'associent, etc. Bah, vous voyez, c'est pareil. Je me souviens un jour, une copine que je décrivais un tout petit peu les comportements éthologiques des humains, non? Alors je les décrivais dans une grande gare, par exemple, non? Parce que bon, j'avais travaillé beaucoup avec des fourmis, et c'est vrai qu'une grande gare, ça ressemble un peu à une fourmilière, n'est-ce pas? Et alors donc, je les décrivais, les flux, reflux, et c'est très étonnant parce que quand tu regardes un peu d'en haut
ou des caméras de surveillance, bon, je ne regardais pas les caméras de surveillance. Et les flux et reflux, c'est très drôle parce que les modes d'évitement ressemblent beaucoup aux modes d'évitement des fourmis, non? Et alors, or, il n'y a aucun type d'ordre disciplinaire, vous voyez, c'est-à-dire que personne n'a une feuille de route, non? Et pourtant, quand on regarde d'en haut, ce qui apparaît comme un bordel total, eh bien, pas du tout. Il y a un ordre émergent, pour dire comme ça, dans lequel quand même les gens circulent. De temps en temps, comme dans la fourmilière, il y a des embouteillages, mais les gens circulent. Et alors, j'ai expliqué ça à une copine, elle m'a dit oui, jusqu'au jour, je ne sais pas comment il a pris ça, c'est pour ça que je vais d'abord, qu'est-ce qu'il a pris, non, mais il a dit jusqu'au jour qu'une fourmi casse la caméra de surveillance. Non? Et tu sais, ça sera la fourmi comportementale, quoi, c'est celle qui a des problèmes, quoi, non, c'est-à-dire, donc, même s'il y a une fourmi qui tout à coup casse quelque chose, bah, la fourmilière va dégager des organismes de régulation, n'est-ce pas, qui vont s'occuper de celui qui casse, n'est-ce pas, c'est un tout petit peu, oui, ce fantasme psychopathologique très triste là, non, qui est quand même la personne qui, tout à coup, casse quelque chose, va casser quelque chose. Les fantasmes... Comment tu interprètes le Tunisien qui s'est brûlé, qui s'est, comment on dit ça, immolé. Oui. Effectivement, le fourmi qui casse, et puis ça... Non, mais bon, attends, je l'ai dit là. Je dis, si je te réponds, mais... non, ne dis pas que le Tunisien est une fourmi, on va problème avec la LICRA. Écoute, non, je viens. Concrètement, que je fais où, moi? Ah oui. Oui. C'est-à-dire que, non, j'étais dans la psychopathologie, effectivement, ce qui est triste et incroyable quand on constate ça, c'est que la personne que tout à coup, vous savez, ça arrive souvent pendant une fête, quand les choses vont bien, n'est-ce pas, c'est-à-dire qu'on s'organise pour fêter, il y a quelqu'un qui casse tout, Donc c'est très courant, les crises comme ça, violentes à ce moment-là. Et la personne qui casse tout, quand tranquillement, après, en confiance, on parle, il y avait comme fantasme qu'une vérité vraiment ordonnée émerge. Vous comprenez? C'est-à-dire que c'est comme si tout ça c'est faux. Non, tout ça c'est faux. On fait semblant d'être bien. Mais je casse tout. Et alors, dans les trucs, je casse tout, les fantasmes qu'il y a derrière cette crise violente, alors, pas tout, mais c'est une banalité. Ça. Disons, en psychiatrie, on trouve ça, banalement, on trouve ça. Les fantasmes qu'il y a derrière, je casse tout, c'est quand même un vrai ordre doit émerger, vous comprenez? C'est-à-dire que, par exemple, le mec, il est là dans la fête, non? Il y a la tata et le biche, le tonton, la sœur, et tous, on est bien. Et le mec dit, on est bien, mais c'est pas vrai. On est bien, mais c'est pas vrai. Et alors, il ne pense pas tout ça, n'est-ce pas? Il agit par, ce n'est pas vrai. Dans la reconstitution a posteriori, on va dire, ce n'était pas vrai, tout ça, je voyais, tout ça, c'est hypocrisie, je sais pas quoi, et boum, il casse tout. Mais il casse tout, non pas avec l'objectif que ça casse. Et d'ailleurs, il est très surpris quand il voit qu'il a commis quelque chose d'irréversible, dans le sens que, je sais pas, que le gâteau est cassé, ne serait-ce que non, que les choses sont cassées. Mais les fantasmes, quand même, est un fantasme de la bonne circulation. Vous voyez, c'est-à-dire de réparation, tu veux dire? Des réparations, mais une vraie, n'est-ce pas, une vraie réparation. C'est pour ça que par rapport aux circulations normées, et bien par rapport aux circulations normées, effectivement, la question ce n'est pas est-ce qu'une circulation normée est forcément disciplinaire ou réactionnaire, vous comprenez? C'est-à-dire que la question de l'oppression, la question de la répression ne se joue pas par rapport au fait qu'il y a des circulations normées. Vous voyez? Alors, effectivement, quand tu dis, c'est un peu
un peu un exemple, bon, pourquoi pas, on prend l'exemple, tu vois, mais les Tunisiens, tu vois, qui s'immolent, tu vois, bah, ce qui montre un tout petit peu dans cette horreur, parce que quand même il faut voir, tu vois, l'horreur, comme Jan Palach, il y a longtemps, tu vois, en Tchécoslovaquie, tu vois, ou comme les moines bouddhistes au Vietnam qui s'immolaient, tu vois, et que là on ne connaît même pas les noms, tu vois, ces pauvres gens, tu vois, bon. Alors, ce qui arrive, ce qui montre ça, ce n'est pas non plus une révolte contre, c'est pas une révolte aveugle, comme on dit. C'est-à-dire, il y a quand même quelque chose qui va dans le sens de je casse et je me casse moi, n'est-ce pas? Dans le sens de dire, il y a des moments dans lesquels la répression, l'oppression est tellement forte que la seule façon de vivre, c'est de mourir. Vous comprenez? C'est-à-dire que ce n'est pas un suicide mélancolique. C'est-à-dire les gars qui s'immolent, ou même les petits Chinois qui s'est mis devant le tank. Les mecs, ils ne savaient pas si l'autre n'allait pas appuyer sur les champignons, n'est-ce pas? D'ailleurs, le lendemain, qu'il n'y avait plus de caméra, il appuyait sur les champignons. Il les a écrasés tous. Mais bon, mais dans ces cas-là, il y a deux choses qui sont importantes. D'une part, c'est qu'effectivement, il y a des moments dans lesquels la circulation n'est plus compossible. N'est plus compossible. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose du projet des possibles du tyran, des possibles du tyran, que, comment s'appellent les tyrans chez nous? Les tyrans chez nous s'appellent la Banque mondiale, s'appellent la grande finance, s'appellent tous ceux qui disent qu'il faut travailler 10 ans de plus, c'est tous ceux qui disent ah ben nous on est désolé, ils crèvent dans la Méditerranée, ils n'avaient qu'à pas venir. Il y a un tyran, n'est-ce pas? Alors, ces tyrans-là, à un moment donné, les plans du tyran, les possibles du tyran, commencent à devenir non compossibles avec la vie, n'est-ce pas? Avec la vie. Alors, à un certain moment, effectivement, c'est, comme dirait l'autre, iskra, non, c'est l'étincelle. C'est-à-dire, effectivement, à un moment donné, c'est là qui montre que la révolte n'est jamais une question massive. C'est-à-dire que la masse critique de la révolte n'a rien à voir avec les idées un peu stupides, faussement démocratiques, parce que c'est une démocratie quantitative, celle qu'ils disent. Non? Par exemple, là, c'est vrai qu'un petit groupe, ou même une personne, tout à coup, fait basculer la chose. Et pas toujours un grand libertaire comme les Tunisiens en question, ou comme libertaire dans le sens non pas idéologique, libertaire dans le sens, ou comme Jan Palach. Parfois, il y a des cas où l'histoire est absolument ridicule, et c'est le corps de Franco. Cette merde était mourante. Je me souviens, on était en tôle à l'époque et on avait les nouvelles. La merde était mourante. Et alors, comme la transition n'était pas évidente, parce que les rois, on ne savait pas si c'était un vrai fasciste ou pas, n'est-ce pas? Finalement, il n'était pas un fasciste du tout. Il y avait Carrero Blanco qui était un vrai fasciste, bon, l'ETA s'était occupé un tout petit peu. Bon, il y avait quand même, bon, voilà, c'était comme ça. Pendant que ces corps-là étaient maintenus en survie, c'est comme ça, hein. Ce corps-là était maintenu en survie, c'est-à-dire il y avait mort cérébrale, bon ça depuis longtemps Franco, non, mais bon, il y avait, bon, mais le corps était maintenu en vie artificiellement. Les jours où, boum, ces jours-là, il y a un basculement, vous comprenez? C'est pour ça que ça peut avoir avec ce que j'ai expliqué par rapport à la circulation, par rapport à l'ontologie, mais puisque tu me poses la question. Ce qui est intéressant, c'est par exemple, on a entendu beaucoup à la radio. Après, je reviens en arrière, j'essaie d'accrocher ça avec le sujet du jour, mais c'est toi la fourmi qui a foutu le bordel. Et, au fait, c'est pour ça que l'autre jour, j'entendais à la radio, il disait c'est incroyable, c'est une minorité d'étudiants qui bloquent la faculté, c'est une minorité de cégétistes qui sont allés emmerder la CFD, c'est une minorité. Mais ça, soit les gars sont très ignares, chose possible, soit ils ferment les yeux. Parce que ce qui font les minorités, ce qui fait un groupe de 15 personnes, le problème, ce n'est pas que ce soit 15 personnes. Le problème, c'est leur liaison
avec l'état général de la population. Vous comprenez? C'est-à-dire que la question c'est ça, c'est-à-dire ils peuvent être 15 personnes qui font la chose, vous voyez? Mais le problème c'est pas ça, parce que l'idée de la grande insurrection démocratique, alors là, si 70% des Français occupent la CFDT, on dit ça veut dire quelque chose. C'est pas comme ça que se passent les choses. Hein? La chose se passe entre les CGTistes qui sabordent là les trucs ALF, non? L'électricité, oui. Entre les, vous voyez, entre les petits groupes qui empêchent l'entrée au lycée, je sais pas quoi. Les problèmes, ça c'est la démocratie quantitative, c'est la fausse démocratie, parce que la démocratie ne peut pas être un truc quantitatif. Vous voyez, c'est-à-dire, il y a un slogan de la sagesse argentine qui dit « Des millions de mouches ne peuvent pas se tromper, manger de la merde ». Vous voyez, si la démocratie est un truc purement quantitatif, vous voyez, à vrai dire, la démocratie bouge toujours comme ça. Dans la démocratie et les démocratiques, ça bouge dans cette dialectique dans laquelle des minorités agissantes, ils sont en syntonie avec les processus réels. Et alors je pense que les gars là en Tunisie, bah, effectivement, tu vois, ils représentent à un moment donné, c'est pas que les gars, tu vois, parce que ça aussi, ça dit, ah bon, l'acte individuel, c'est ni un acte ni individuel ni collectif, tu vois, c'est à proprement parler un événement majeur qui va secouer la donne, parce que, voilà, tu vois, c'est-à-dire, alors ce qui est drôle, c'est parce que les révolutionnaires russes, ils cherchaient toujours l'étincelle qui allait incendier la prairie. Mais l'étincelle qui va incendier la prairie, elle est tout à fait non pronosticable, non prédictible, n'est-ce pas? Voilà, tu vois, tu peux faire des étincelles partout, tu te brûles le doigt. Hein? Mais il y a un truc absolument non prédictible dans l'événement qui casse la norme et qui a à voir avec ça. Bon, ça n'a rien à voir avec le sujet que j'étais en train de développer. Si quelqu'un a une autre question aussi à côté de la plaque, non, c'est bien Gunther. De toute façon, tu vois, c'est toujours bordélique, tu vois, c'est tangentiel. C'est le clinamène. C'est le clinamène, ah, c'est le clinamène. Ah, d'accord. C'est le fondement de la vie. C'est les Kleenex, d'accord. C'est les fameux Kleenex des piqûres. Alors, donc, bon, en fait, on va reprendre sans aucun type de solution de continuité. Bon, quand la dernière fois, nous, on parlait de quelque chose que ça a à voir, Gunther, avec effectivement l'événement des basculements, hein, l'événement des basculements d'une ontologie à l'autre, d'une structuration à l'autre. Ce que je disais, c'est que les ontologies, animisme, totémisme, naturisme et analogisme, ne sont pas à considérer d'un point de vue, comme nous les occidentaux, on a tendance à... C'est un récit. Ce n'est pas un récit, c'est une structure objective. Bon. Alors, la question là qu'on s'est posée, qui est la question centrale de notre séminaire, qui est penser et agir dans la complexité. Pourquoi? Parce que comme on l'a vu depuis longtemps, on ne sait pas comment... On ne sait pas penser la complexité, mais ce n'est pas qu'on ne sait pas parce qu'on a un défaut épistémologique, vous voyez. On ne sait pas penser, comme le disent les Belges. Vous savez, quand un Belge dit « tu saurais », ce n'est pas une question épistémologique. Tu saurais, ça veut dire « tu peux ». Les Belges disent « tu saurais » pour « tu peux ». Et alors, là, c'est, en parlant en belge, on ne sait pas penser la complexité parce qu'on ne peut pas penser la complexité. Vous voyez, c'est-à-dire que dans la complexité, il y a quelque chose que la pensée, en tant que pensée, ne peut pas penser. Il y a un noyau d'impensable dans la complexité qui n'est pas non pensable par défaut. Hein, c'est comme quand on dit, ce n'est pas un non-savoir d'ignorance, c'est un non-savoir structurel. N'est-ce pas? C'est-à-dire, c'est l'idée de dire, les processus ne peuvent pas être panoptiques, ne peut pas être transparent. La non-transparence n'est pas due à un défaut, n'est-ce pas, de vision. L'angle mort, pas seulement n'est pas un défaut, mais l'angle mort est fondamental pour, hein, c'est la fameuse dialectique de Merleau-Ponty, hein, le visible et l'invisible, c'est-à-dire que
c'est l'invisible qui rend visible le visible, n'est-ce pas? Or, une chose c'est de le dire, autre chose c'est contextualiser, ne serait-ce que cette phrase dans notre époque, non? L'époque du panoptique total, l'époque de l'algorithme, l'époque de la calculabilité totale, n'est-ce pas? Donc, c'est pas rien. Alors, en réalité, il y a quand même cette impensabilité, non? Que nous on dit penser et agir dans la complexité. D'abord, effectivement, la réponse penser et agir, effectivement, on se dit ah, penser et agir, alors voilà, on va savoir comment penser la complexité. Et en fait, c'est une blague, n'est-ce pas? C'est une blague parce que, justement, penser dans la complexité signifie quoi? Ne serait-ce que pour faire un raccourci, après on revient, signifie que la pensée, surtout nous occidentaux, n'est-ce pas? Les Africains, ils disent souvent, vous pensez trop. Non, vous pensez trop. Et alors, vous pensez trop, ça ne veut pas dire que vous êtes trop intelligent. Ça veut dire, vous essayez d'utiliser la pensée de façon abusive. Vous comprenez? C'est-à-dire que vous utilisez la pensée de façon abusive. C'est-à-dire que c'est une utilisation déraisonnable de la raison. N'est-ce pas? Alors donc, moi, j'avais travaillé avec deux collègues un bouquin de logique mathématique qu'il y a ma maman qui l'a lu surtout, en tout cas, même elle m'a dit qu'elle l'a lu, mais bon, elle était très intéressante. Il s'appelait Peut-on penser le monde, non? Et en fait, la réponse à la fin c'était non. On ne peut pas penser les mondes, n'est-ce pas? On ne peut pas penser de façon complète et consistante. C'était l'idée, il y a longtemps, hein, mais c'était quand on commençait à travailler l'idée de cette altérité de la pensée, cette autre de la pensée qui est, pour parler tout bêtement comme Spinoza, l'étendue, hein, qui est l'étendue, c'est-à-dire qui est pour nous les champs biologiques, les vivants. Il y a du non pensable, n'est-ce pas? Donc, penser et agir dans la complexité, ça signifie deux choses. D'abord, ça signifie une reconsidération sur qu'est-ce que c'est penser, n'est-ce pas? Nous, les Occidentaux, d'une façon cartésienne, kantienne, on a adhéré à l'idée qu'on allait être maître et possesseur de la nature, qu'on allait guider nos vies par la raison, etc., qui pense bien, pense les biens, etc. Bon, voilà. Et d'autre côté, l'agir. Alors, par rapport à l'agir, effectivement, il y a un problème encore plus grave que celui de la pensée. Par rapport à l'agir, il y a un problème plus grave parce que le problème, c'est que c'est quoi l'unité qui agit? C'est quoi l'unité qui agit? C'est pour ça qu'on avait évoqué avec Bastien la dernière fois les 4 ontologies. Pour dire, dans le totémisme, ce qui agit est ce qu'on va nommer, nous, les Occidentaux, comme un totem. Hein? Les sociétés totémistes n'appellent pas ça un totem. Ils appellent ça des essences, des forces, qui expliquent de la même façon que nous expliquons ce que nous expliquons, qui expliquent comment l'émaillage de la réalité est construit, n'est-ce pas? Comment la réalité est construite. L'émaillage de la réalité dans le sens auquel, effectivement, les sujets font partie du même tissu, sont tissés dans le même étoffe que les objets avec lesquels ils sont en rapport, n'est-ce pas? C'est-à-dire, l'émaillage de la réalité, ça veut dire ça, vous comprenez? Pour nous, c'est très difficile de comprendre ça, mais il n'y a que pour nous, sauf que nous, l'Occident, c'est devenu le monde par gré ou par force, n'est-ce pas? Mais il n'y a que pour nous que c'est difficile de penser ça, parce que pour nous, il est très difficile, parce que notre civilisation, notre ontologie, le naturisme, se base justement dans le problème kantien de « je suis isolé et qu'est-ce que je peux connaître du monde dont je me suis extrait ». Vous comprenez? C'est-à-dire que l'Occident va mettre comme problème épistémique central les dispositifs que l'Occident a fondés. Vous comprenez? C'est-à-dire qu'il y a une fondation d'un dispositif dans lequel je me sépare de la nature, non? Le sujet, pas l'individu, non? Je me sépare de la nature, et après je me dis, ah, ma mère, qu'est-ce qu'il est loin, qu'est-ce que je peux connaître, vous voyez?
ce problème-là, pour tous les autres trois ontologies, autant pour nous c'est difficile de dire non mais quel est mon rapport avec l'arbre qui est en face, et ça fait quand même 2 siècles qu'on se pose la question quel est mon rapport avec l'environnement, avec l'autre, je sais pas quoi. Autant pour les autres ontologies, cette question est incompréhensible. Vous comprenez? Parce que toutes les autres ontologies sont fondées de façon différente, mais sont fondées sur l'idée de ces maillages communs, non? Ces étoffes communes, ou comme on dit Deleuze, hein, c'est-à-dire les individus sont des îles de la mer, mais les îles, ce sont des plis de la mer, n'est-ce pas? C'est-à-dire que sont faits de la même étoffe. Et alors, effectivement, on se regarde, comme ça, on se regarde et on dit mais comment je pourrais entrer en contact avec toi, n'est-ce pas? Mais c'est comment je pourrais entrer en contact avec toi est une problématique de l'intersubjectivité, on cherche les bases de l'empathie dans les neurones miroirs, n'est-ce pas? Et on dit, ah merde, Risolato a trouvé les neurones miroirs, alors peut-être, on n'est pas si isolé que ça, n'est-ce pas? C'est-à-dire, et c'est effectivement, on extrait une entité, non? Qui est quand même l'extraction que c'est lui qui l'a fait de la façon plus claire et caricaturale, et Descartes certainement, n'est-ce pas? C'est-à-dire, l'homme, c'est quoi? L'homme est ni trop vieux, ni trop jeune, ni malade, ni femme, ni endormi, n'est-ce pas? Alors, donc, se sépare de son corps. Alors, déjà, on avait séparé les corps de la nature, parce que nous, on n'est pas nature, et après, on sépare quelque chose de ces corps-là. Pour ce truc séparé, tout à fait séparé, ben, effectivement, c'est très compliqué de voir qu'il y a un lien quelqu'un avec l'autre. Vous comprenez? C'est-à-dire que pour nous, la question de l'étoffe commune est un problème parce que toute notre culture se base dans la rupture des liens. Vous comprenez? Toute notre culture se base dans la décorporisation. Dans la décorporisation. Nous ne sommes pas des corps. C'est les travaux de Duby et Ariès que je cite souvent sur la construction de la vie, comment ça s'appelle? La vie quotidienne. La vie quotidienne, oui. Dans lesquels il y a un travail très très intéressant dans lequel il montre comment l'Occident s'est construit comme ça, dans une imaginaire et des pratiques concrètes de séparation de la corporalité. Non? Alors il va dire des trucs très banals, mais qui forment ces arcs réflexes culturels. Non? Il va dire manger avec des couverts, par exemple, n'est-ce pas? Ou toute la question de la gastronomie. Donc manger, ce n'est plus bouffer. Manger, ce n'est pas bouffer. N'est-ce pas? Manger, d'abord, je ne touche pas, je suis très éloigné. Vous voyez, c'est tout cet art de manger. Ou par exemple, c'est intéressant, tous les passages sur la danse. N'est-ce pas? Toute la danse classique se base dans des figures dans lesquelles, effectivement, les danseurs paraissent être exempts de la loi de la gravitation universelle, n'est-ce pas? C'est-à-dire que ce qu'il faut, c'est... Et après, c'est comme ça qu'ils finissent à 27 ans, les danseurs, n'est-ce pas? C'est-à-dire, la loi les rattrape. La loi de la gravitation universelle les rattrape. Et alors, donc, tout l'Occident, vous comprenez, tout l'Occident est basé dans cette idée de ne pas être prisonnier de mon corps, ne pas être prisonnier de mes passions. C'est là où même la psychanalyse, elle est restée absolument attrapée de ce rationalisme occidental, non? Parce que, finalement, pour plus usinagas que soient les différentes théories analytiques, quand même, bien que mal, ce que tu essayes, c'est que ton patient puisse ne pas suivre ses pulsions, ses tropismes, ses instants, n'est-ce pas? C'est dit d'une façon grossière, certes, mais dans la clinique concrète, tu vois, que tu sois lacanien, freudien, clénien, peu importe quoi, il arrive quelqu'un qui est en train de se détruire parce qu'il a un agencement quelconque avec un certain comportement délétère, ou avec l'alcool, ou avec la drogue, toi tu vas essayer qu'il arrête, quoi. Tu vas pas considérer que c'est pareil qu'il soit mort d'une overdose, ou que tout à coup il arrive à ne plus se droguer, vous comprenez? C'est-à-dire qu'à la fin,
il y a quelque chose quand même que même la psychanalyse, en mettant une usine à gaz, une complexité, une complication, disons, etc., finalement, quand même, on va considérer que si l'autre peut faire, d'accord, il a ses émotions, il sent ce qu'il sent, mais s'il peut ne pas suivre son émotion directement, ben on considérait, et loin de moi de me moquer de ça, parce qu'effectivement, en tant que clinicien, c'est pas pareil du tout que l'autre clame ou que l'autre aille mieux. Et ça, c'est une discussion, parce qu'effectivement, dans une certaine éthique plus profonde, aller mieux, bah, tu sais pas. Hein? C'est-à-dire, ça même Freud, non, il dit, c'est-à-dire, aimer son prochain comme soi-même, c'est très dangereux, il dit Freud. Pourquoi? Parce qu'on ne sait pas comment on s'aime soi-même. C'est-à-dire, quand tu vois qu'est-ce qu'ils font les gens de leur vie, le Sigmund, il dit, merde, tu vois, j'aimerais pas que lui, il m'aime comme il s'aime lui-même, parce que lui, il est en train de se détruire. Quoi. Alors, donc, il y a quelque chose qui est très complexe à ces côtés-là, bien entendu. Mais quand même, ce que je veux dire, c'est quand même quelque chose comme ça, une tendance générale, qui est cette tendance dans laquelle l'Occident, finalement, on va considérer, même comme un objectif de l'éducation, hein, vous savez qu'un des objectifs de l'éducation nationale est que les enfants apprennent à faire pipi dans la récré, par exemple, n'est-ce pas? C'est-à-dire qu'ils arrivent à se contenir, à faire la récré, etc. Donc, maîtriser des corps, dressage des corps, hein, des dressages des corps. Et même dans l'esthétique, hein, c'est-à-dire l'esthétique que Darwin va décrire dans les caractères sexuels secondaires dans la sélection naturelle, les esthétiques que Darwin décrit, vous savez, c'est un travail très très intéressant de Darwin, mais vraiment très peu connu, ça s'appelle les caractères sexuels secondaires dans l'évolution, dans la sélection naturelle, je sais pas comment, hyper intéressant parce qu'il va décrire tous ceux qui sont les caractères sexuels secondaires, non, comme ceux qui, dans des cultures tout à fait différentes, seront carrément opposés. Non? Et, bon, et alors, ce qui est intéressant, quand il va décrire, parce que Darwin n'est pas darwiniste, hein? Darwin n'a rien à voir avec le darwinisme social, n'est-ce pas? Et alors, il décrit en égalité les blancs occidentaux et l'esthétique du blanc occidental, non? Les caractères sexuels secondaires du blanc occidental, ça sera tous ceux qui marque que tu es devant quelqu'un qui quand même est très loin du corps, quoi. Hein, c'est-à-dire un corps maîtrisé. Hein, c'est un corps maîtrisé. Bon, alors, de ce point de vue-là, l'agir pose la question, pourquoi? Parce que si on peut enjamber ce que je viens de développer, non, si on essaye un peu d'enjamber notre vision occidentale, eh bien, il faut comprendre quand même que dans les différentes ontologies, quand dans une ontologie totémiste, on se demande, on essaie de comprendre, mais qu'est-ce qui ne fonctionne pas là, face à des problèmes, non? C'est-à-dire, comme dit Nietzsche, penser ce qui se donne à penser. Non, penser, ce n'est pas réfléchir à n'importe quoi, je pense ce qui se donne à penser. Bon, quand une société, dans un peuple, un village, peu importe, non? Ce qui se donne à penser, c'est des problèmes. Les problèmes, ce n'est pas toujours des problèmes menaçants, ça peut être un problème esthétique, ça peut être un problème des pensées, des problèmes. Penser ce qu'ils ont à penser, alors on dit, mais qui pense, quoi pense, comment on agit, qu'est-ce qui agit, n'est-ce pas? Eh bien, dans une civilisation totémiste, bah, cette analyse sera une analyse dans laquelle on va analyser comment les essences qui constituent tout l'existant s'agencent d'une façon ou d'une autre. Et ce n'est pas un récit du tout. Pourquoi ce n'est pas un récit du tout? Parce que dans ces maillages, n'est-ce pas, la construction de l'objet correspond à la construction du sujet, et effectivement, ce n'est pas un récit, vous comprenez? J'insiste parce que c'est très compliqué. C'est très compliqué de comprendre que ce n'est pas un récit, que c'est pas... tous les humains sont des individus comme nous, sauf qu'il y a des individus comme nous qui croient au totémisme. Vous comprenez? Pas du tout. Pas du tout. Ce n'est pas des individus comme nous. Dans le totémisme, les maillages qui s'articulent est un maillage dans lequel la distribution des rôles, des puissances, de ce qui va s'agencer, est tout à fait autre que nous.
Et ce qui agit, ce sont des essences qui nous constituent, qui sont identifiables avec certaines figures, le condor, le serpent, ou avec certains matériaux, l'or, le cuivre, n'est-ce pas? Et alors, si moi je reconnais en moi de cuivre, je dis n'importe quoi, c'est une ignorance totale, mais si je reconnais dans moi quelque chose qui a à voir avec le cuivre, je reconnais une fraternité des substances avec la montagne et avec un animal qui est cuivré, d'une certaine façon, pas cuivré, parce que la forme, c'est pas ça qui définit. C'est pas la forme, c'est pas le phénotype, pour dire comme ça, n'est-ce pas? Peu importe si c'est une montagne, si c'est un lac, si c'est un oiseau, ou si c'est un être humain. Non? Ce qui définit, ce que je vais voir dans l'autre, autre qui n'est pas forcément humain, vous comprenez? Autre qui n'est pas forcément humain. Ce que je vois dans cet autre, ce n'est pas ce que nous voyons, vous comprenez? Ce que je vois dans l'autre, c'est comment se manifestent les essences qui les constituent. Et par rapport à ces essences qui les constituent, les pratiques et les agir vont s'agencer. Mais dans cet agencement, il ne faut absolument pas croire, une fois encore piégé par l'Occident, il ne faut pas croire que bon, finalement, c'est les mecs, la nana humaine qui agissent, et finalement, bah, d'accord, ils croient qu'il y a un rapport avec la montagne. Pas du tout. Est un rapport dans lequel, effectivement, il y a une temporalité phénoménologique partagée avec les autres essences, vous comprenez, dans lesquelles le temps ne sera pas mon temps. Ce n'est pas une projection, vous comprenez? Ce n'est pas une projection. C'est un agencement avec les essences qu'on se reconnaît. Et alors, bien entendu, comme dans toute société, les humains occupent une place particulière de par leur interface avec la pensée. Alors, c'est vrai que c'est les humains qui peuvent énoncer un récit et énoncer un rite. Mais les rites sont forcément en consonance avec des rythmes. Et ces rythmes-là ne sont jamais pour aucune civilisation qu'est humain. Vous comprenez? C'est même notre erreur fondamentale, c'est là où on se trouve, d'avoir cru que les rites, on pouvait les modifier comme on voulait, parce que finalement, par la technique, on pouvait maîtriser les rythmes. C'est compréhensible ça? C'est-à-dire que par les rythmes, on comprend, les rythmes, c'est les rythmes biologiques, les rythmes des substances. Hein? De l'écosystème, absolument. Donc, l'agencement est un agencement dans lequel, finalement, il y a un agencement à niveau des rythmes, n'est-ce pas? Même si les rites racontés, il n'y a que l'humain qui peut raconter les rites, n'est-ce pas? Mais ce n'est pas l'humain l'auteur des rites, ni non plus du récit. Ce n'est pas l'humain l'auteur du récit. L'humain est la voix parlante du récit. Vous comprenez? Parce que le récit aussi va se construire dans une consonance avec les rythmes. Vous comprenez? C'est-à-dire que pas n'importe quel récit est possible. Vous voyez comme on est à l'opposé de l'Occident, pour lequel pas seulement pas n'importe quel récit est possible, mais en plus on dit les récits formatent les rythmes. Vous voyez? Là, dans les trois autres ontologies, on est dans tout à fait le contraire. Pas n'importe quel récit est possible, pas n'importe quel rythme, bien entendu, est possible. Et celui qui raconte la partie orale ou racontée du récit, du rite, est la voix parlante. Parce que pas n'importe quel récit, pas n'importe quel rite est possible, parce que tu ne peux pas dire n'importe quoi par rapport à ces agencements des rythmes, d'accord? Bon, alors, que ce soit, là je sens qu'on va dévier. Je sens qu'on va dévier. Effectivement, parce que je veux revenir à un autre rite duquel on a parlé, mais on n'a jamais achevé la parlotte, sur le rite de l'excision. Et quand tu parles des rites, là, l'excision c'est un rite, non?
L'excision est plus qu'un rite. Mais alors, quand tu dis, quand l'humain en parle, oui, l'humain c'est... Oui, non, mais je veux dire, c'est pas si évident que ça qu'un rite est... ce rite-là en particulier est quand même quelque chose qu'on peut même rapprocher à la pensée instrumentale, à la pensée instrumentale. Parce que, va savoir si ce rite-là n'a pas été inventé par les hommes qui voudraient que les femmes ne courent pas. Ah bah c'est sûr, ça c'est sûr. Simplement, non, ça c'est sûr. Simplement, si tu veux, bon, là vraiment, si on se met à parler de l'excision, le problème c'est que c'est un peu trop complexe. Mais ce que je veux te dire, c'est que, bien entendu, que tout rite a aussi à voir avec des rapports de pouvoir entre les hommes et l'écosystème, tu vois, et les hommes et les biens. Parce que quand on dit les hommes dans ce type d'oppression et répression du corps des femmes, c'est un rapport, effectivement, homme-femme, mais c'est un rapport homme-femme par rapport à la gestion des biens. Tu comprends? Par rapport, tu comprends? C'est-à-dire qu'il n'y a pas un rapport intersubjectif là, dans lequel un pervers possède un esclave. Tu comprends? C'est-à-dire qu'effectivement, l'excision et l'ablation, par rapport auquel, pour nous, c'est l'impossible absolu, eh bien, l'excision et l'ablation ne sont pas des gestes d'un pervers isolé. Tu comprends? Correspond à une distribution des biens, tu comprends? Si, mais les pouvoirs, il ne faut pas comprendre les pouvoirs simplement comme des humains sur des humains. C'est un rapport, c'est un maillage particulier, c'est une réalité particulière à laquelle l'ensemble participe. Alors, nous ne pouvons pas avoir aucun rite, alors aucun rite, même les plus horribles pour nous, tu vois. On ne peut avoir aucun rite d'une société compossible. Une société compossible, c'est une société qui, effectivement, peut s'installer avec des autorégulations, des perversions, des retours au centre, etc. C'est pour ça que le soviétisme n'a pas été compossible, le nazisme n'est pas compossible. C'est-à-dire qu'il y a des expériences qui ne sont pas compossibles. Tu vois? Alors ils détruisent, elles ne sont pas compossibles. Tu vois? Alors, quand tu as une civilisation millénaire, donc compossible, pour plus horrible et inacceptable que soit ce qu'ils font vu pour nous, et même vu par rapport aux gens qui sont là-dedans, ils le voient comme un truc hyper dur. Ok. On ne peut pas considérer ça comme les caprices intersubjectifs d'un mâle qui opprime une femelle. Tu comprends? C'est-à-dire, ça correspond à... Non mais tout rite correspond... Hein? Tout rite est toujours collectif. C'est pas seulement collectif, c'est-à-dire ce que j'essaie de dire, que c'est pas collectif simplement. Ça correspond à des... Quand je dis les rythmes de l'écosystème, les rythmes énergétiques, les rythmes géographiques. Tu vois, c'est-à-dire c'est un peu ce que Braudel, quand Braudel prend comme sujet, l'historien Braudel, il prend comme sujet à étudier la Méditerranée. Et alors, c'est un travail fantastique, c'est un travail comme ça. C'est un travail dans lequel il va analyser les rites par rapport au rythme. Et les rythmes de quoi? Les rythmes de la Méditerranée. Et les mecs, ils te montrent des choses que nous constatons aujourd'hui, que certaines distributions géographiques, avec ce qui implique comme commerce, comme végétation, comme tempête, n'est-ce pas? Ce sont les éléments qui interviennent dans les rythmes. Vous voyez? C'est-à-dire, tout ça détermine, par exemple, qu'il y a des zones condamnées à la guerre, par exemple. Tu vois? Et, c'est-à-dire, alors, effectivement, nous pouvons dire comment est possible de penser autre chose. Ok, d'accord. Mais, justement, ces penser autre chose ne peut, dans aucun cas, être une pensée ni que se détache des rythmes, ni que pense que tout rythme est possible. Vous voyez, c'est-à-dire, comment on fait avec ces rythmes-là. Alors, là, on peut revenir plus tard par rapport à la question de l'excision, est-ce qu'on a essayé de faire à Milan par rapport aux femmes
exciser, qui voulaient exciser leurs enfants, leurs filles, effectivement, parce que c'est une question... alors, ces questions-là sont des questions très difficiles à concevoir, à comprendre, mais ce que je veux, c'est juste, pour le moment, rester à l'idée de que rite et rythme et ces ontologies correspondent à un maillage dans lequel sont faits les personnes humaines, les objets, les arbres, la végétation, les animaux. C'est-à-dire qu'il y a un ensemble non sécable. Hein? Non sécable dans le sens de que, justement, c'est que nous, l'Occident, c'est que le naturisme s'appelle naturisme. Pourquoi nous s'appelle naturisme? Ça s'appelle naturisme parce que c'est l'invention de la nature. Vous voyez, les Occidentaux ont inventé la nature. C'est quelque chose de très drôle parce que c'est un truc même très contre-intuitif. Hein? C'est contre-intuitif parce que, vous voyez, quand quelqu'un dit « Ah, j'en ai marre de Paris, je vais aller voir la nature », il dit « Mais regarde-toi à la glace. » Tu vois, regarde-toi dans la glace. Voilà, tu vas voir un primate, un mammifère, tu vois, avec plein de procédures naturelles qui en plus contient des millions et des milliards de bactéries dedans, donc une colonie de nature fantastique. Tu vois, et alors donc, on a inventé la nature, n'est-ce pas? Et on veut être maître et possesseur, comme on dit les grands Descartes. Bon, enfin. Alors, la question de l'agir, et c'est là, la question de l'agir, c'est autant dans le totémisme, ce qui va agir, c'est les essences, alors qu'il y a des problèmes, on dit, mais où ça coince? Dans l'animisme, la même chose, c'est-à-dire, ce qui agit, ce n'est pas ni un bonhomme, ni une bonne femme, ni un animal. Ce qui agit, c'est que nous, occidentaux, on a nommé l'âme, que ce n'est pas nommé comme ça, bon, enfin, peu importe, l'âme qui est dans certains corps et pas dans d'autres corps. Vous comprenez déjà, animisme, naturisme et même dans l'analogisme, c'est la même chose. Là, on comprend un tout petit peu quelque chose qu'avec Bastien, on a développé plusieurs fois, ce qu'on appelle les arcs réflexes culturels. C'est-à-dire quoi? Les arcs réflexes culturels, ça veut dire que toute réaction, entre guillemets, naturelle, dans tous les cas, qui fonctionne comme un arc réflexe, d'un point de vue physiologique, ça veut dire sont les réflexes qui n'ont pas besoin de passer par le cortex pour agir. Bon, aujourd'hui, on sait que tout est comme ça. Enfin, ça, c'est un peu plus compliqué. L'arc réflexe culturel, ça veut dire comment peut-être certains rites, non, qui sont des rites construits, eh bien, prennent chair dans la chair des gens. C'est ça qui fait qu'une société soit compossible, vous comprenez? Quand vraiment les rites sont incorporés à la chair. Hein? Alors, un rite incorporé à la chair, c'est par exemple, des trucs très typiques, c'est la bouffe, la baisse et les baragouinés, comme on dit, baragouinés, non? Les 3 B. Hein? C'est-à-dire l'autre, c'est celui qui a les 3 B. Il baisse, il ne fait pas l'amour. L'autre, c'est celui qui baragouine, qui n'a pas une langue. Et l'autre, c'est celui qui bouffe, qui ne mange pas. C'est ce qui définit les barbares. Les barbares, c'est les 3 B. Et c'est pour ça qu'on peut appliquer la barbarie sur les barbares. Parce que l'autre... Alors les barbares, c'est les fous, c'est l'alcoolique, c'est les dissidents, non? Et c'est aussi l'autre de notre culture. Bon. Alors donc, ce qui est important, c'est que dans ces 3 ontologies, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les arcs réflexes culturels façonnent, sculptent la perception. Alors, moi, quand je regarde, vous voyez, c'est-à-dire, c'est ce que regardait la copine là qui disait on casse la caméra de surveillance. Moi, quand je regarde une foule, je vois des individus, et même je dis oh, c'est dommage qu'ils sont un peu trop comme des fourmis, mais l'important c'est. Je vois des individus. On a même du mal à voir, justement, les comportements éthologiques de la foule dans la gare du Nord. Et à la gare de l'Est, c'est pareil. On a du mal à voir qu'effectivement, il y a des comportements éthologiques qui sont dus à des fonctionnements
cérébraux, n'est-ce pas, et sous-cortical en plus, qu'on partage avec la plupart des mammifères, n'est-ce pas? Et pas seulement les mammifères, parce qu'effectivement les fourmis font des... Voilà. Alors donc, dans ces arcs réflexes culturels, si je suis animiste, d'abord je suis animiste, je ne pense pas que ce soit une phrase qui puisse dire comme un animiste, non. Un animiste, dans ces arcs réflexes, il ne va pas regarder Prisca. Il va regarder si, chose très douteuse à regarder Prisca, si Prisca a une âme. Non? Et alors, donc, et les femmes africaines, tu imagines, alors l'âme. Et alors donc, tu dis, est-ce que Prisca, il a une âme ou pas? Alors, je ne regarde pas les phénotypes, vous comprenez? Je ne regarde pas la forme. Ce que ma perception culturellement façonnée voit, c'est autre chose. Vous comprenez ce que je veux dire? Les découpages du visible et l'invisible. Oui, ce que je vois. Vous voyez, Merleau-Ponty donne un exemple très simple, c'est-à-dire, quand je regarde un arbre, comment ça se fait que je vois la feuille? N'est-ce pas? Pourquoi je vois la feuille? Qu'est-ce qui détermine que je vois la feuille? Pourquoi je ne vois pas les vides entre les feuilles? N'est-ce pas? Bon. Alors, la question c'est, ce que je vais voir est culturellement déterminé. Culturellement, ça tombe mal en parlant des scolaires. Disons, socialement déterminé. Ok. Alors, pour nous, on ne va pas revenir dans chacune des ontologies. Pour nous, quel est notre problème aujourd'hui? Notre problème est que quand je regarde quelqu'un, je dis, celui-là, avec les essences qu'il a, il agit comme ci et comme ça. Celui-là, qui a une âme, n'a pas une âme, celui-là, analogiquement parlant, qui est structuré comme l'univers est structuré, c'est ça l'analogisme, tout est structuré fractalement, pour dire comme ça, avec la même structure que se structure l'univers. Tout est... Bon, voilà. Alors, le bouddhisme, par exemple. Bon. Alors, je regarde ça. Okay. Aujourd'hui, dans notre culture, ce qui est perdu, ce qui est éclaté, c'est comment je fais pour voir celui qui agit, ce qui agit. Vous comprenez? Ce que notre culture ne voit plus, c'est qu'est-ce qui agit. Vous voyez? C'est-à-dire que, par exemple, alors, dans cet éclatement, tout à coup, mettons, pour donner des exemples en vrac pour comprendre les choses, tout à coup, les neurosciences vont dire, mais ce qui agit, c'est absolument pas un individu. Ce qui agit, ce sont les circuits neuronaux qui, couplés avec d'autres circuits neuronaux, je sais pas quoi, te poussent à être amoureux, content, mécontent, n'est-ce pas? Donc, on voit bien comment, vous voyez, c'est-à-dire, il y a une sorte de dislocation, dans laquelle, on va dire, finalement, l'être humain, le cerveau de l'humain est comme un ordinateur. Alors, qu'est-ce qui agit? Bah, ça fonctionne. Il n'y a rien qui agit. Vous voyez, c'est-à-dire, il y a une dislocation de l'agir, il y a une dislocation de l'agir dans laquelle on explique par les neurosciences, on explique par, je sais pas, par des éléments de comportement extérieur, on explique des trucs qui disloquent l'individu, qui était la figure qui agissait. N'est-ce pas? D'un côté, il y a la dislocation, et de l'autre côté, il y a l'assimilation de ces éléments disloqués à un fonctionnement. C'est compréhensible? Un fonctionnement? C'est compréhensible? C'est-à-dire que tout à coup, la dissolution du sujet de la modernité passe par cet écrasement de cette instance d'intimité, d'intériorité, non, qui était la source de la subjectivité. Qui disait, il agit parce que, bien que surdéterminé, bien qu'en appartenant à une culture, bien qu'appartenant à une famille ou à une classe sociale, quand même, celui qui agit individuellement ou collectivement, agit comme un sujet. Alors ça veut dire quoi un sujet? Un sujet, ça veut dire quelqu'un qui
est responsable de son agissement, ou dans tous les cas, il est moteur de son agir, ou dans tous les cas, il est désirant de son agir. Eh bien, dans cette dislocation actuelle, dans laquelle on étudie les différents segments et modules qui constituent un être humain, c'est pour ça que quand j'ai écrit les cerveaux augmentés, voilà, moi j'ai commencé en disant, tant qu'on comprend comment fonctionne un bras, bon voilà, on comprend comment fonctionne un bras, je peux faire un bras prothèse, que je peux, par une interface d'une chip avec les nerfs sectionnés, je peux même faire que ces bras soient articulés et qui correspondent à des ordres donnés par le cerveau. N'est-ce pas? On peut faire ça. Aujourd'hui, on peut faire ça. Ok. Alors, je comprends comment fonctionne un bras. Je comprends comment fonctionne la transmission pour faire l'interface transductive. Bon, très bien. Mais je dis, mais quand on étudie comment fonctionne un cerveau, qu'est-ce qui se passe? Ben là, il y a un problème, vous comprenez, parce que un cerveau qui est en train d'étudier comment fonctionne un cerveau a un effet très drôle qui est comme si la marionnette du marionnettiste disait tout à coup au marionnettiste, tu es une marionnette. Vous comprenez? C'est-à-dire que c'est l'effet que vous faites, c'est l'effet qu'on a tous quand on étudie la neurophysiologie, l'effet qu'on a est celui-là. Alors on peut avoir une étude un peu superficielle et technique de la chose, c'est-à-dire juste étudier comme ça. Mais si on réfléchit une minute et on dit mais qu'est-ce que je suis en train d'étudier? Vous imaginez tous les bouquins qui circulent partout qui parlent de la biochimie de l'amour, n'est-ce pas? Alors l'ocytocine, la dopamine, voilà, toute cette molécule, n'est-ce pas, qui effectivement détermine si je suis amoureux, si je suis fidèle, si je ne suis pas fidèle, n'est-ce pas? Vous étudiez ça, alors vous pouvez étudier ça comme on étudie en général, techniquement, de façon distraite. Ah bon, il y a un problème d'ocytocine, il y a un problème de neuromédiateurs, et alors on étudie, c'est vachement passionnant, vous imaginez, vous étudiez les neuromédiateurs qui déterminent des trucs si intimes comme être amoureux ou être passionné un jour. D'accord, vous étudiez ça, mais si vous dites, à un moment donné, vous dites, merde, mais qu'est-ce que je suis en train d'étudier? Je suis en train d'étudier que je suis amoureux de Marinette juste parce que j'ai une production d'ocytocine suffisante, parce que si j'avais un déficit d'ocytocine, je coucherais avec Annette, bien que j'aime Marinette. Qu'est-ce que je suis en train de lire, vous comprenez? Qu'est-ce que je suis en train de lire? Quand on lit dans la neurophysiologie, dans la neuroscience, comme on dit aujourd'hui, quand on lit quels sont les circuits qui déterminent la perversion, l'éthique, n'est-ce pas? Mais qu'est-ce que je suis en train d'étudier? Vous comprenez? Et c'est très drôle, parce que j'ai donné des cours pendant des années aux internes en psychiatrie, et ce qui est drôle, c'est que jamais j'ai trouvé quelqu'un qui dise mais qu'est-ce qu'on est en train de dire là? Non, avec cette dislocation. Non? Dislocation, pourquoi dislocation? Parce que jusqu'à un certain moment, on pouvait étudier ça. Mais il restait l'idée quand même de cette unité agissante avec une antériorité qui définissait la chose. Vous comprenez? C'est-à-dire que finalement, les parties de l'ensemble ne déterminaient pas la résultante de l'ensemble, pour dire comme ça. Vous voyez? Pendant beaucoup de temps, on a dit, bon voilà, il a ces composants-là, mais les parties de l'ensemble. Or, tout d'un coup, on étudie les parties, sauf qu'on étudie toutes les parties, et quand on étudie toutes les parties, si vous étudiez n'importe quel auteur de neurosciences un peu poussé, quand vous étudiez toutes les parties, ben, il ne reste aucune autre partie, vous comprenez? Il ne reste rien derrière. Et alors donc, c'est là où c'est côté un peu d'un abîme, n'est-ce pas? C'est-à-dire, un cerveau est en train d'étudier quoi? Il est en train d'étudier qu'il n'existe pas, vous comprenez? Qui fonctionne. Vous comprenez? C'est-à-dire que dans les fonctionnements, je suis un appareil fonctionnant
Et j'apprends, je suis informé, c'est pour ça que je disais, c'est la marionnette qui se tourne vers le marionnettiste et qui lui dit, tu sais, tu es une marionnette. C'est exactement comme ça. C'est-à-dire, tout à coup, les bouquins que vous êtes en train de lire vous donnent une plus ou moins bonne nouvelle et dit, tu es une marionnette. Or, ça, qui dit comme ça, semble un peu spectaculaire, c'est ni plus ou moins ce qui défend tous les tenants de la continuité des natures entre l'algorithme et le cerveau. C'est-à-dire, tous ceux qui disent, et c'est tous, il y a une minorité, en laissant de côté la religion ou le spiritisme, n'est-ce pas? Mais tous ceux qui parlent dans un langage accepté par la raison occidentale, disons comme ça, eh bien, la majorité disent qu'il y a une continuité. Une continuité. Et alors, dire une continuité, ça veut dire donc, tout bêtement, que, effectivement, les machines fonctionnantes ont des niveaux monitoring. Vous comprenez? Que ça serait ce qu'on a appelé la conscience. Un moniteur. Monitoring, vous voyez, c'est un monitoring. C'est-à-dire qu'il y a un truc qui balaye pour voir si ça va ou si ça ne va pas. Et un comportement adopté par l'évolution serait effectivement cette idée d'avoir un moi. Hein, qu'il y a un moi qui unifie la chose. Ouais. Mais ils disent, c'est sentir le sentiment de soi, le sentiment de soi, d'être en soi. Eh bien, le sentiment d'être en soi n'est pas autre chose qu'un module très efficace pour que la machine fonctionne bien. Vous comprenez? Alors, effectivement, c'est ni plus ni moins que les problèmes de notre ontologie, c'est-à-dire que nous sommes en pleine dissolution de ce que nous pensions qu'était l'agent de l'agir. Hein? Alors, ça, c'est intéressant de savoir quand même que l'animisme, le totémisme, l'analogisme, ils ont préexisté la modernité, ils ont continué en parallèle de la modernité, et ils continuent à exister aujourd'hui. La seule ontologie qui émerge, connaît l'apogée, domine le monde, modifie le monde et disparaît, est le naturisme, la nôtre. Alors, l'agir dans la complexité a à voir avec ça. Vous comprenez? C'est-à-dire, mais qui agit? Qu'est-ce qui agit? Parce que pour le moment, dans le tout fonctionnant, il n'y a pas cette instance-là. Et alors, là, on voit bien comment c'est pas un récit. Comme c'est pas du tout un récit. C'est-à-dire, les mondes traités, la maille tissée dans les fonctionnements, c'est pas un récit. La maille tissée dans les fonctionnements, c'est que personne a trouvé à redire quand le chef du personnel est devenu direction des ressources humaines. Vous comprenez? C'est-à-dire, c'est quand même pas rien. Et c'est pas un récit. C'est pas un récit parce que les ressources humaines sont traitées comme une ressource humaine. C'est-à-dire que la dislocation du sacro-saint sujet humain, ben c'est ça, la dislocation du sacro-saint sujet humain, c'est les calculs des retraites, les calculs sanitaires, les calculs épidémiologiques, combien de... Les compétences. Les compétences, absolument. C'est la vision des compétences, absolument. Vous voyez tous que... Non, la vision des compétences, la vision modulaire de l'être humain avec comme un ensemble de modules. Les modules des compétences sont changeables par des appareils. Vous voyez, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose, c'est-à-dire que vous connaissez, j'imagine tous et toutes, les fantastiques bouquins d'Angélique à l'école des compétences. Alors, donc, les compétences, que c'est une pédagogie, c'est la pédagogie actuelle, la pédagogie des compétences. La pédagogie des compétences qui se base sur l'hypothèse objective, vous voyez, c'est pas un récit, parce que c'est comme ça qu'on va sculpter nos mondes. Toute affinité élective, toute bargeotterie et les bruits dans les systèmes. Pour vous donner un exemple sur la compétence, par exemple, actuellement, j'ai une fille dans le primaire et par exemple, on voit aujourd'hui, on n'apprend plus l'histoire.
On n'apprend plus l'histoire, même si c'est effectivement éventuellement critiquable, cette vision de l'histoire sous la forme d'un récit linéaire, chronologique. Non, on apprend une compétence qui est se repérer dans le temps, apprendre à se repérer dans le temps. Et ça, on parle de quoi? On parle de l'école primaire. Hein. On parle de gamins qui ont 7-8 ans. Voilà. Et dans l'entreprise, vous voyez, on discute aujourd'hui, je recevais comme ça une publicité pour dire les 10 compétences que vous devez maîtriser pour être performant dans votre travail. Adaptabilité, empathie, flexibilité, etc. Et ça, c'est quelque chose qui n'est pas juste des gourous qui arrivent du néo-management américain, j'en sais rien. Non, ça, c'est clairement aujourd'hui le discours RH repose sur cette espèce d'axiologie centrée sur les compétences. Angélique, dans le bouquin sur la pédagogie des compétences, elle raconte par exemple, bon, la compétence c'est ça, la compétence c'est apprendre à fonctionner, non? C'est-à-dire que l'élève doit apprendre à fonctionner. Ça veut dire quoi apprendre à fonctionner? Ça veut dire non pas s'embarrasser des savoirs, mais pouvoir apprendre ce qu'il faut apprendre et apprendre à désapprendre, n'est-ce pas? Désapprendre. Pourquoi? Parce que c'est la flexibilité, c'est-à-dire qu'il doit être flexible et maniable. Mais flexible et maniable pour faire quoi? Eh bien, pour suivre la macroéconomie. Vous voyez, c'est-à-dire pour suivre les lois de la macroéconomie. Et alors, une des compétences, par exemple, évaluée aujourd'hui, c'est la compétence des savoir-être. C'est quoi savoir-être? Eh bien, savoir se situer dans une discussion, n'est-ce pas? C'est-à-dire, donc, tout est compétence. Or, l'être humain, conçu comme une table rase avec des compétences, est la porte ouverte au transhumanisme, parce qu'une compétence est toujours remplaçable par une prothèse technique. J'ai un ami à Montpellier qui enseigne à Montpellier, il a une chaire ou prof, c'est les compétences émotionnelles. Absolument, mais absolument, tout à fait. Aujourd'hui, on parle d'intelligence émotionnelle. Tout à fait, mais tout à fait, compétences émotionnelles. Tout à fait. Et à quel moment il faut que je sois élu? Mais tout à fait. Mais tu vois, dans les DSM-5, par exemple, le manuel de diagnostic, c'est déterminé à partir de combien de jours un deuil, la tristesse d'un deuil est pathologique. Tu vois? Alors, je ne me souviens pas combien de jours, tu vois, c'est comme ici, là, le Macron et les autres ordures. Là, par rapport à, vous savez, la mort d'un fils, d'un enfant. Et ça, c'est déterminé, et ça ne m'étonnerait absolument pas qu'ils aient tenu compte de la science du DSM-5, n'est-ce pas? Dans lequel ils disent, au-delà des temps jours, je ne me souviens même pas si c'est classifié par rapport à la proximité de l'autre. Je sais simplement qu'au-delà des temps de jours, c'est considéré comme pathologique. Vous comprenez? Incompétent. Voilà, là tu deviens incompétent, tu vois. Donc il faut arranger. Bon, c'est devenir de nous-mêmes comme ensemble de compétences et la dissolution du sujet de l'agir. Vous comprenez? Alors quand on dit penser et agir dans la complexité, penser c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Cette pensée doit être une pensée qui ne doit pas être cette pensée virile, conquérante de la modernité, qui pense qu'on peut tout penser, justement. Et l'agir, c'est un autre problème. L'agir, c'est qu'on est dans un changement anthropologique majeur, où ce sujet-là de l'agir qui était l'individu, il est matériellement, c'est là où j'ai insisté que ce n'est pas un récit, matériellement en train d'être détissé. Vous voyez, c'est-à-dire que nous avons tous encore les sentiments d'être quelqu'un, n'est-ce pas, d'être une unité, d'être un sujet. On a tous encore ça. Ce qui est très intéressant, et c'est très faisable d'un point de vue pas que sociologique, mais psychologique, dans la psychopathologie quotidienne, c'est de voir comment, de plus en plus, les vécus personnels est un vécu de soi comme un profil panoptique, n'est-ce pas? Comme un ensemble de compétences qui se passent par des pratiques d'auto-évaluation permanente, des pratiques de performance, n'est-ce pas? Bon, alors donc, voilà, je me suis appesanti là-dessus pour essayer un exercice un peu
pas évident, qui est d'essayer de comprendre ça. Mais quand on dit l'agir dans la complexité, parce que les gens souvent disent oui, la complexité elle est très complexe. Bon, mais qu'est-ce qu'il faut faire? Non, mais bon, qu'est-ce qu'il faut faire, hein? À moi, on n'arrête pas de me demander ça, de dire oui, viens nous parler de la complexité, de l'impuissance, comme ça on sait comment on peut sortir de là. Et le problème, c'est tout autre. Le problème, c'est qui sort de ça, vous comprenez? Qui sort de ça? Parce que si l'idée que nous avons, c'est que nous, en tant qu'individus, collectivement ou individuellement, c'est nous les sujets de cet agir, il y a quelque chose qui ne fonctionne plus. Vous voyez? Si nous cédons au courant dominant du fonctionnement, hein, absolument réifiant du vivant, de tout, n'est-ce pas, comptable, hein? Bah, si on accepte ça, effectivement, ce qu'on accepte, c'est une sorte de destruction dans une jouissance sans limite, n'est-ce pas? Une jouissance dans le sens psychopathologique, non? C'est-à-dire, mais je joue à me dissoudre dans le tout. Hein? Sans doute un peu, c'est que Sartre, peut-être n'a pas défini comme ça, mais les salauds, hein, comme Sartre a défini les salauds, c'est lui qui dit moi je suis guichetier, hein, à la préfecture. Alors il dit au métèque, écoutez monsieur, madame, vous me dites que vous ne pouvez pas, que vous devez rester dans le territoire, mais là, moi je suis guichetier, je comprends de ce que vous voulez, mais moi je suis guichetier. Alors ça qui est quand même la mauvaise foi sartrienne qui définit les salauds, hein, c'est-à-dire celui qui refuse d'habiter la situation. Hein, de dire, bon d'accord, je suis guichetier, toi tu es un métèque qui est dans la merde, bon, qu'est-ce qu'on fait maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire ensemble, n'est-ce pas? Les salauds, c'est lui qui refuse. Ce que Sartre ne dit pas, et qu'à mon avis la psychanalyse là-dessus, il l'a vu juste, c'est lui qui se dissout dans la mauvaise foi, jouit. N'est-ce pas? Jouit. Hein? C'est pour ça qu'il y a, et cette jouissance, c'est une jouissance barbare, n'est-ce pas? Et c'est pour ça qu'il y a une grande jouissance, parce qu'on se dit, mais qu'est-ce qu'il a, celui-là qui passe son temps en train de vivre dans une esthétique d'artefactualisation? Il se vit comme en fonctionnant bien ou mal, il divise le monde de lui-même en tant que loser, winner, il évalue si est-ce qu'il a de nouvelles performances. On dit mais qu'est-ce qu'il a? Il ne se rend pas compte qu'il est en train de disparaître. Eh bien, quand on pense comme ça, on se gourre. C'est lui qui est en train de fonctionner et vous dire, mais on comprend ce que vous dites, mais bon, il y a la réalité. Non? Moi, je me souviens une fois, la dernière chose qu'il m'a dit un DRH, avant que ça tourne un peu mal, et dans une conférence, le mec, il m'a dit, tout ce qu'il dit Benassayag, c'est un DRH, j'étais à côté d'un DRH. Et alors, tout ce qu'il dit Benassayag, comment c'est beau, c'est dommage qu'il oublie la réalité. Et alors la réalité c'était que l'autre salopard devait virer des gens. Pourquoi il devait virer des gens? Pour qu'ils puissent aller s'éduquer et vivre tranquille. Non, il les virait parce qu'il y avait la réalité. La réalité c'est qu'une usine est faite pour gagner des sous. Et alors donc, voilà, Benassayag, bon, quand ces salopards me disent ça, il est en train de jouir, vous comprenez? Ça ne sert à rien de lui dire, mais écoute, espèce de salopard, tu ne te rends pas compte qu'il y a quelque chose là qui est tout à fait perverti dans ton programme économique. Tu ne te rends pas compte quand même que les gens vont mal, que les gens crèvent, tu ne te rends pas compte qu'il y a des surnuméraires qui vont disparaître dans ton plan. Oh, ça ne sert à rien de dire ça, vous comprenez? Parce que vous n'avez pas face à vous quelqu'un qui se trompe. On a face à nous des cochons qui jouissent. On a face à nous des cochons qui jouissent. Vous voyez? Je fais des débats dans la Société Générale avec des directeurs d'agences et qui sont obligés de vendre de la merde. Ils disent, mais ils sont dans un dilemme éthique terrible. Ils ne jouissent pas. Et je pense, et moi j'ai dit souvent, il ne faut pas s'adapter, mais je pense qu'individuellement il faut s'adapter. C'est que collectivement qu'on peut. Parce qu'individuellement... Non, je pense que la question, ce n'est pas individuellement ou collectivement. Je ne pense pas que la question soit individuelle ou collective. Parce qu'en collectif, comme nous l'assistons aujourd'hui tous les jours,
un collectif peut jouir joyeusement ensemble. Tu comprends? C'est-à-dire que les collectifs, ce n'est absolument pas une garantie de résistance. Alors, la résistance, effectivement, ne peut pas être individuelle. Ça dépend, tu vois. Ça dépend quel type de résistance. Lanceur d'alerte, par exemple. C'est-à-dire que tout dépend, tu vois. C'est-à-dire, je ne pense pas qu'on puisse mettre comme... moi, je conseille tout le temps, même personnellement, je conseille quand je travaille avec une équipe d'un hôpital, des gens... Bon, je conseille effectivement de ne pas, de façon isolée, résister. D'accord. Mais ça ne veut pas dire que si on est 5, c'est mieux. Parce que si on est 5, par exemple, suppose-toi, le problème s'est présenté souvent quand on s'opposait à l'installation des électrochocs dans les hôpitaux. S'il y a un qui s'oppose, tu vois, il s'oppose tout seul. Alors on dit, si on est 5 qui s'opposent, si les 5 qui s'opposent, ils ne se cassent pas le cul pour contester théoriquement et expliquer pourquoi c'est une barbarie, que soit 1 ou que soit 10, c'est pareil, tu comprends? Ils ignorent. Alors, tu comprends? C'est pas évident, tu vois, c'est pas évident. Moi, je pense qu'il faut résister à un réseau, etc. Mais il ne faut pas tomber dans l'idée un peu naïve de que si on est plusieurs, la garantie de résistance est là. Tu vois? C'est-à-dire que la résistance, la masse critique de la résistance, comme je disais tout à l'heure, n'est pas liée au quantitatif. Il a une dimension quantitative, mais elle est liée plutôt à un moment qualitatif. Ce que disent des jours Yves Cours, dans les entreprises, il y a une telle souffrance, parce qu'avant, ils étaient unis, il y avait un syndicat, etc. Bien sûr. Et que maintenant... Si, mais le syndicat n'est pas un truc quantitatif, tu comprends? C'est-à-dire que le syndicat n'est pas un truc quantitatif. Le syndicat est l'émergence d'une unité qualitative d'appartenance. Tu vois? C'est pour ça que quand on dit qui représente la CGT, qui représente la CFDT, c'est pas comme ça que ça se joue. Tu vois, ça c'est la démocratie fausse, la démocratie du nombre. Avant, quand il y avait des luttes organisées, c'est pas parce qu'il y avait beaucoup à la CGT. Ce qui définissait, c'est qu'il y avait une identité à laquelle tu appartenais avec des liens. Et, une fois encore, la masse critique n'est jamais donnée par les quantitatives. Si vous, une preuve historique toute bête, comment ça se fait que les Japonais, ils ont envahi la Chine? Comment ça se fait que les Japonais ont envahi la Chine? Tu vois? Les invasions. Il n'y a pas une seule invasion dans notre pays dans laquelle l'invasion se basait sur la supériorité numérique. Non. Alors, en réalité, les phénomènes sociaux, on ne peut pas les penser avec les quantitatifs. Voilà. Mais ce n'est pas uniquement dans la lutte, je pense aussi, si on a des poètes et des philosophes sont devenus fous, parce qu'ils étaient seuls. Je pense que quand le philosophe ou le poète est seul, c'est pas parce qu'il est seul en tant qu'individu. Tu sais ce que je pense profondément, mais c'est mon point de vue simplement. Hein. Moi je pense que quand on est un théoricien ou un poète ou un artiste, il faut aussi assurer la prévente. Tu comprends? Il ne suffit pas de penser bien tout seul. Il faut aussi créer les conditions de la mise en circulation, donc en vie, en combat, en conflictualité de ce que tu as produit. Tu comprends? Principe de réalité. C'est un principe de réalité. C'est-à-dire que la preuve des compossibilités des petites théories que tu te fais dans ta tête est la mise en circulation. Tu vois? Tant que tu ne mets pas en circulation ta théorie, c'est pour ça que les intellectuels, souvent, ils sont toujours à la pêche de où dans le monde il y a quelque chose qui ressemble à sa théorie. Tu vois? Et en fait, il ne s'agit pas de ça, il s'agit de ce que toi tu peux produire, tu les mets humblement en circulation, comme disait Foucault, boîte à outils, pour voir qu'est-ce que ça donne, et par rapport à ce que ça ne donne pas, c'est très intéressant, parce que ça veut dire que, tu vois, la praxis, quoi, comme disait l'autre, tu vois, la praxis, tout bêtement. Tu as parlé des syndicats, mais pourquoi, d'après toi,
les gilets jaunes ont refusé. J'imagine qu'il y a une caméra cachée, mais pas seulement, pour voir comment est-ce que je m'arrange pour devenir au sujet du jour. Non, les gilets jaunes, je suis désolé, mais si on va jusqu'aux gilets jaunes, j'arriverai même pas à la moitié. Il est quelle heure là? 10h05, 22h05. Oui, non, je te promets qu'on va parler des gilets jaunes après. Mais... alors, comment est-ce que je fais arriver là? Ça va être... D'accord. Alors, donc, la question de l'agir, ce que j'étais en train de dire, c'est que la dissolution de l'agir dans les fonctionnements, hein, ce que j'étais en train de dire, et c'est là où mon terme a réagi et que nous est arrivé au gilet jaune, la dissolution de l'agir dans les fonctionnements implique la force de ça est une jouissance, vous comprenez? Ce que je suis en train de dire là, c'est quelque chose quand même qui est très très un outil de travail concret, vous comprenez? C'est un outil de travail concret parce que si vous allez voir votre directeur d'hôpital, votre patron d'établissement, si vous allez voir quelqu'un et vous dites, voilà, il faut faire ci, ça pour les élèves, pour les patients, pour la production, pour les quartiers. Si vous dites ça, et en face de vous, vous avez quelqu'un qui vous ramasse les caquets en disant, comme il me disait, le pauvre DRH, parce que je sais comment c'est défini les DRH, mais c'est pour ça que j'ai dit le pauvre, mais les DRH qui me disent, mais Benazaya oublie la réalité. Eh bien, c'est quand même important d'être clair que vous avez en face, pas seulement quelqu'un qui est dans la réalité, mais un cochon qui est en train de jouir devant vous. Et vous lui dites, écoute cochon, tiens-toi. Juste pour rebondir là-dessus, je pense effectivement qu'il y a une idée un peu comme un fantasme de la complétude aussi, de trouver sa place en fait et de se voir justifié au sein de la société, donc au cœur du système. Il y a quand même une espèce de facilité aussi, c'est-à-dire j'ai ma place et j'ai aucun effort existentiel à fournir puisque tout ce que je fais en fait est une justification de moi-même et de ma place dans cette société. Donc il y a un truc aussi, comme vous dites, je ne sais pas si c'est la jouissance, mais c'est aussi une façon de ne pas se confronter en fait, à ces doutes existentiels. Donc ça, je pense que c'est propre à notre société aussi. Si, c'est très, si tu veux, anxiolytique à la fois. Parce que le problème, c'est que dans notre société aujourd'hui, il n'existait pas, dans les pays centraux, hein, il n'existait pas la place pour une marginalité heureuse. Tu vois? Si tu es à la marge, tu subis. Voilà. Hein, c'est-à-dire, si tu es à la marge, tu es en déviant. C'est une défaillance, n'est-ce pas? Donc, comme il n'y a pas une marginalité heureuse, c'est-à-dire que quelque part, je ne sais pas si vous écoutez les paroles des tangos, par exemple, non? Dans les paroles des tangos, il y a ces côtés dans lesquels jamais l'héros d'un tango est quelqu'un qui se lève à 6 h du matin pour aller à l'usine, au bureau, travailler, etc. Non? C'est-à-dire, au contraire, c'est-à-dire on dit, non? Eh bien, cette marginalité, qui est la marginalité des créateurs, des artistes, des mauvais garçons, n'est-ce pas, mais qui fait toute une sorte de vie, des barjots, n'est-ce pas, qui fait une vie. Cette marginalité-là, dans les pays centraux, était tout à fait quadrillée et non pas réabsorbée, mais pathologisée et pauperisée et mise dans une situation d'horreur. Alors c'est vrai qu'il est très difficile pour quelqu'un, vous voyez un chômeur qui reçoit une bonne indemnisation, je ne sais pas quoi, il peut se raconter, mais c'est pour la galerie qu'il va dire « Non, mais j'ai une très bonne indemnisation, alors je fais ce que je veux ». En général, c'est rarissime, ça peut exister, mais c'est rarissime. Pourquoi? Parce que effectivement, cette angoisse, et c'est l'aval, l'angoisse de ne pas être dans les circuits. Vous voyez? Les chômeurs, vous savez, c'est des typiques, heureusement, de temps en temps, il y a un clochard un peu sourd, vous savez, dans le métro, qui à 8 h du matin, il dit, vous avez entendu toutes, non, ça vous est jamais arrivé, les clodos à moitié sous, à 8 h du matin, qui crient « Allez, allez, les esclaves, allez travailler », n'est-ce pas? C'est-à-dire, sauf que c'est très clair que le mec, il paye avec sa destruction. Vous comprenez? Il paye avec sa destruction.
Eh bien, fut un temps, comme dirait l'autre, la bohème, n'est-ce pas, que les moins de 20 ans, les moins de 40 ans, ou 45 ans, je dirais, ne peuvent pas connaître, fut un temps dans lequel c'est Clodo qui crie dans son autodestruction « Allez travailler les esclaves » était la partie la plus vivante de la société. Était la partie la plus vivante, la plus profonde. C'est ce que j'expliquais tout à l'heure avec la colifata. C'est-à-dire comment tout à coup, depuis la marge, les barjots, les pas comme il faut, les pas viables, quoi. Et bien tout à coup, interpelle la norme. Il interpelle la norme. Mais ça, vous voyez, ils sont sujets des discours. Bon, dans les sociétés comme la française, l'allemande, dans les sociétés occidentales, ça c'est écrasé. Ça c'est écrasé. C'est-à-dire que l'apartheid winner-loser a fait que... Alors, un problème fondamental, quand même, et après on continue avec... Mais un problème fondamental, c'est que cette marge-là est ni plus ni moins que l'élément vital pour la société. Vous comprenez? C'est-à-dire que c'est pas un détail, vous comprenez? C'est pas un détail. Cette marge-là, parce que cette marge-là, c'est la marge à laquelle appartiennent les scientifiques qui ne vont pas obéir au diktat des laboratoires pharmaceutiques, vous comprenez? Cette marge-là correspond aux poètes, correspond vous comprenez? Cette marge-là correspond à celui qui, justement, de par sa transgression non pathologique, hein, c'est pas un pervers qui jouit, de par sa transgression non pathologique, garantit ce qui est fondamental pour toute société, c'est que la frontière entre ce qui est légal et ce qui est légitime doit être poreuse. Si la frontière entre le légal et le légitime n'est pas poreuse, imaginez-vous tout bêtement qu'il n'y aurait même pas des objets techniques. Il n'y aurait rien, vous comprenez, parce que toute invention, toute création, même technique, vous voyez, artistique, politique, amoureuse, de tout point de vue, toute création, elle vient par un passage vers ce qui est légitime, mais qui n'est pas légal. Et légal, là, dit pas simplement la loi des flics, hein. Légal dans le sens de ce qui est officiellement accepté par l'Académie. Hein. Qu'est-ce que serait la peinture? C'est des Toulouse-Lautrec à tous. Vous voyez? Tous, Michel-Ange, tous étaient des transgresseurs qui faisaient des choses légitimes en dehors de la légalité. Eh bien, la société de fonctionnement est une société dans laquelle, effectivement, ces marges-là vitales et qui rend une société comme possible n'a plus de possibilités d'exister. Non pas qu'il n'existait pas, mais c'est justement les gilets jaunes sont tous ceux qui sont devenus des simples surnuméraires. Vous voyez, on est des surnuméraires, appelés à disparaître. C'est pas vrai du tout. C'est pas vrai du tout. La vérité, c'est que, comme Marx l'a dit, cette armée des employés sont nécessaires pour maintenir les coûts de travail plus bas, etc., etc. Mais ils ne sont plus jamais des sujets. Bon. Et je veux dire, j'entendais l'autre jour Florence Aubenas qui disait que les gilets jaunes, c'était les bons élèves. C'est ceux qui avaient acheté quand il fallait, c'est ceux qui avaient tout bien fait. Raison, Florence. C'est moitié. Il y a ceux-là, il y a les bons élèves, et puis après, il y a eu, au bout d'une semaine sur les ronds-points, plutôt les gens qui n'avaient pas de taf, les gens au chômage, les mères chômeuses. Non, mais ce que je veux dire, Florence, quand elle dit les bons élèves, c'est que, tu vois, il y avait un composant très fort chez les Gilets jaunes, des blancs français qui croyaient à l'État-providence, tu comprends? Et pour lesquels l'effet de que leurs femmes soient mortes parce qu'il n'y avait pas une maternité à côté, de ne pas pouvoir s'acheter les médicaments, de ne pas pouvoir aller d'un point à l'autre parce qu'il n'avait pas d'essence, hein. C'était un scandale. C'est ça que veut dire Florence quand elle dit, tu vois, c'est des bons élèves. C'est dans le sens de dire, ce n'est pas justement
populations marginales ou des populations, tu vois. C'est-à-dire c'était ceux... Ah, mais les gens ne se revendiquent pas de la marge. Non, non, non. Ils ne se revendiquent pas de la marge, mais des gens qui étaient sociologiquement marginalisés aussi à l'intérieur. Mais, oui, mais tout à fait, mais étaient marginalisés, comment marginalisés, marginalisation pathie, non agie. Non, mais ce qui est intéressant dans les phénomènes, finalement, on parle des gilets jaunes, ce qui est intéressant chez les gilets jaunes, c'est qu'effectivement, c'est une population qui considère l'injustice comme un scandale incompréhensible. Tu vois, quand toi tu es un métèque et tu arrives en France, tu vois, on te traite pas exactement très bien, mais tu considères, bon voilà, tu vois, et que, ok. Les gilets jaunes représentent ces gens-là qui non, normalement, moi je devrais avoir la sécurité sociale. Normalement, je devrais avoir, tu comprends, c'est ça, ils étaient les bons élèves. C'est-à-dire que c'est passé, c'est que tous les transgresseurs, dans le mauvais sens, qui jouissent, tu vois, de devenir des winners, qui ont compris, tu vois, qui ont compris, tous ceux, ils sont sauvés. Et ceux qui étaient les bons élèves, qui traversaient par le passage clouté, je sais pas quoi, et qu'on les écrasait, ils disent, mais sans scandale. Jusqu'à tout à coup, ils se sont dit, ah, attends, mais peut-être c'est pas un scandale, peut-être nous on est appelés à disparaître, tu vois. Et bien c'est exactement ça. Vous êtes les surnuméraires. Vous êtes ceux qu'on casse pas, on fait pas des œufs sans casser, non, on fait pas des œufs sans casser l'omelette. comme elle dit les poètes. Et voilà. Et alors c'est l'omelette cassée. Non, vous comprenez, voilà, c'est ces côtés-là. Alors, oui. Non, mais c'est là où tu vois un peu le projet réactionnaire d'un sociologue, on va dire, plus que douteux comme Maffezoli, qui se réjouit effectivement de cette espèce d'anomie, de la disparition des structures sociales, de la génération de l'institution de la famille, de la destruction effectivement de toutes les structures héritées de la modernité, pour dire, voilà, on arrive dans une sorte d'anomie créatrice qui va donner naissance finalement, donc on détruit toutes les normes, à ce qui aujourd'hui est vraiment le discours dominant, mais dans le monde du marketing par exemple, les tribus postmodernes. Il n'y a que cette idée-là que voilà, plus personne n'est prêt à s'avaler une norme préétablie, préconçue, qu'effectivement il y a cette grande libération du moi singulier, où il va y avoir cette réassociation autour d'affinités, d'expériences partagées, d'émotionnel, c'est ce que Maffezoli appelle l'esthétisation de l'existence. Voilà. Qui, à mon avis, est plus une esthétisation, comme on le disait, du fonctionnement, une jouissance du fonctionnement. Le problème, et ça encore une fois, le discours marketing, je vous assure, il est mais que là-dessus aujourd'hui. Regardez n'importe quel, un prisme pour voir effectivement, mais n'importe quelle pub pour une télé, pour une bagnole, c'est même plus l'individu. C'est la communauté. Le problème là-dedans, c'est qu'effectivement, les marginaux, les exclus, tous ceux qui n'ont pas les compétences sociales, culturelles pour accéder à cette communauté, pour accéder à ces fameux tribus postmodernes, bon, disparaissent complètement du radar. Voilà, parce que plus de projets communs, plus de socle commun, plus de, effectivement, comment faire société. On a effectivement ces tribus-là qui cohabitent, où on change de tribu, on est multitribal, enfin, c'est ça la sociologie de Maffezoli. Bon, effectivement, les marginaux, les sans-voix, disparaissent complètement du radar. Et ça, effectivement, je n'irai pas m'aventurer sur l'interprétation des Gilets jaunes, mais effectivement, ça, c'est effectivement la perte de la promesse de l'État-providence, quoi. C'est-à-dire que c'est là où nous voyons les changements sociaux que nous sommes en train d'assister. Dans les changements de la perception sculptée par les réflexes culturels. Hein. C'est-à-dire qu'on commence à percevoir autrement. On ne se rend pas compte. C'est un truc, ce sont des processus qu'on ne se rend pas compte. N'est-ce pas? Pour vous donner un exemple tout à fait de surface, mais qui est assez clair. Regardez la puissance qui ont cet arc réflexe culturel pour voir comment on a changé en 3 jours, pour ça en termes historiques, notre perception du fumeur. C'est-à-dire, vous voyez, vous imaginez, et ça on parle d'un épiphénomène, mais des chez épiphénomènes. C'est qui a changé. Alors, quand on parlait de justice sociale, on a fini là-dessus la dernière fois, je voulais finir avec un truc sur la réalité. Mais quand on parlait de justice sociale, bah, effectivement, vous voyez, c'est-à-dire l'idée de la justice sociale comme quelque chose qui nous est dû,
Mais est due à qui? Est due au sujet humain, vous comprenez? Parce que comme les humains, on est des sujets de l'histoire, comme les humains, comme le dit la Bible, comme le dit l'humanisme après, n'est-ce pas? La nature, les animaux sont faits pour que nous, les humains, faits à l'image de Dieu, on utilise, n'est-ce pas? Eh bien, cet humain-là, qui est son prophète et son Messie, s'est promis la justice pour tous. Eh bien, la justice sociale, comme cet axe de base d'aller de soi, aujourd'hui, dans la perception dominante, est en train d'être détruite. Vous voyez? C'est-à-dire l'invocation de la justice sociale. Vous voyez, par exemple, et c'est là où les choses se passent avec une rapidité énorme. Hein. Il y a 50 ans, même la droite réactionnaire, il discutait avec la gauche radicale en disant « Mais vous vous trompez absolument. C'est nous qui allons apporter la justice sociale. » N'est-ce pas? Pourquoi? Parce que, vous comprenez, il fallait quand même déguiser ou formater des discours à partir de ce que pour eux était la justice sociale. Et il y avait des forces pré-modernes qui parlaient de hiérarchie, je ne sais pas quoi. Je ne parlais pas de ça. Effectivement, je me souviens en Argentine, un militaire qui expliquait que leur problème, ce n'était pas l'égalité, que les hommes étaient différents, je ne sais pas quoi. Mais ça, ce sont des dinosaures qui ont toujours été là. Mais la droite libérale qui discutait avec la gauche, il parlait de justice sociale. Il parlait de justice sociale, et c'était la voie de la justice sociale. Aujourd'hui, l'idée de justice sociale, elle est profondément mise en cause parce que les rôles de l'humain en tant que sujet s'étiolent. Vous comprenez? Un autre exemple qu'on avait cité, qu'on avait présenté, c'est qu'est-ce qui se passe avec les corps humains. Les corps humains comme intouchables, non? Parce que c'est le sujet. Eh bien, on voit bien comment la torture qui était le tabou total, aujourd'hui, ben voilà, c'est clair, oui, on torture dans Guantanamo, on torture là, vous voyez, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose, ce sont ces symptômes-là qu'il faut étudier pour comprendre comment la réalité change. Alors, je voulais finir là juste avec un passage, c'est qui? Jean-Yves. Jean-Yves Girard. Tu veux... Moi, il faut mes autres lunettes. Je vais chercher mes autres lunettes. Ah, c'est qui? C'est Jean-Yves Girard. C'est un mathématicien, logicien. C'est un mathématicien, un ami de Giuseppe Longo. Parmi d'autres qualités. Mais bon, ça, ce n'est pas une moi. Et... Non, je vais continuer à dire des conneries, mais je vais... Et alors, par rapport à ce maillage de la réalité, non, cette modification matérielle, hein, objective. Alors, qu'est-ce qu'il va dire là, le Girard? Il dit, si la réalité est l'oubli du maillage, la réalité est l'oubli du maillage. Comment ça, la phrase? Alors, il va présenter la réalité comme l'oubli du maillage. Pourquoi? Parce que la réalité, c'est ce qui apparaît comme une unité. Je suis dans l'unité. Or, cette unité est toujours une composition dynamique permanente. Hein. Moi, souvent, je cite cet exemple de base de la neurophysiologie de la perception, qui est comment nous vivons comme une réalité unie, la perception permanente de ma voix au même temps que la vue. Non? Vous me voyez au même moment que vous m'entendez. Enfin, j'espère pour vous, parce que sinon, ça signifie que vous avez des problèmes neurologiques. Alors, en réalité, il y a ce qu'on appelle des neurones retards, non, à niveau cérébelleux, qui s'occupent de retarder la vision jusqu'à qu'il arrive le son, pour faire un montage. Ça, c'est un petit exemple comme ça. La réalité, n'est-ce pas, il va dire, et l'oubli de ces maillages, c'est bel et bien le problème des psychotiques. Hein. Le problème des psychotiques, c'est qu'il ne peut pas oublier ces maillages. Hein. Il ne peut pas oublier les maillages. Hein. Les psychotiques, ils voient de façon dissociée, hein, ils voient de façon dissociée, ils n'arrivent pas à cette réalité qui n'est pas, entre guillemets, la réalité, comme on l'entend, n'est-ce pas?
Il n'arrive pas à oublier l'émaillage comme production permanente de la réalité. Et alors, comment il va continuer? Il dit, et l'oubli de cet oubli nous mène tout droit au réalisme. Vous voyez? L'oubli de cet oubli. Quand j'oublie que la réalité était simplement l'oubli du maillage, vous comprenez? C'est-à-dire, dans la santé psychique, pour dire comme ça, la santé psychique se base sur l'effet, si on peut dire, c'est un peu risqué de parler de santé psychique, mais la santé psychique se base toujours sur la possibilité de savoir quand même que ce n'est pas tout à fait ça. Vous comprenez? Avoir une vague idée que ce n'est pas tout à fait ça. Hein? C'est pour ça, une fois encore, que les salauds est en train de jouir, parce que les salauds, c'est lui qui dit la réalité est comme ça. N'est-ce pas? En tant que la santé psychique, que c'est pour ça qu'il y a un côté subversif là-dedans, n'est-ce pas? La santé psychique, c'est la possibilité de savoir que je suis un homme. Bon, il faut le dire vite fait, ça passe. Je suis blanc, je suis jaune, je suis... Voilà. Tu le dis rapidement, ça passe. Tu vois, mais la santé psychique consiste à cette possibilité existentielle qui est ni plus ni moins l'intervention du néant, hein, ce que Sartre dit le néant, hein, que c'est le néant mais c'est pas rien, vous comprenez? C'est le néant mais c'est pas rien. Alors la fonction du néant, la fonction du négatif dans la phénoménologie de Sartre est celle-là. Hein, et cette fonction dans laquelle je dis à ma fille, je te dis ça parce que je suis ton père. Si jamais je crois ça, je suis un peu dans la merde et ma fille est pire encore. Vous voyez? Parce qu'effectivement, c'est-à-dire, bon, je suis ton père, il faut le dire vite fait. Je suis ton père, il faut le dire vite fait. Mais ce n'est pas que je sois quelque chose d'autre. La différence entre les garçons de café et les garçons de café et Sartre, c'est cette néant qui n'est pas rien. Vous comprenez? Donc, quand je dis je suis ton père, si vraiment je suis dans l'oubli de l'oubli, vous comprenez? C'est-à-dire que j'oubliais que pour dire je suis ton père, je dois oublier que la réalité c'est un maillage, que je suis son père, mais que je suis le chat, mais que je ne suis pas... Vous comprenez? Voilà. Donc, il va dire, le réalisme est cette tour de plus qu'on a présenté avant comme la figure de la mauvaise foi et du salaud. Hein. Le réalisme qui va essentialiser la réalité et ces mouvements dans lesquels j'oublie que j'oubliais. Alors ça veut dire quoi? Comme ça, phénoménologiquement. Phénoménologiquement, ça veut dire que j'oublie que je pouvais dire « je suis ton père », mais parce que j'étais dans un premier oubli. Vous voyez, un premier oubli dans lequel quand même encore il y avait cet espace, vous comprenez? Espace virtuel. Vous voyez la différence? Oui ou pas? Deux oublis. Si, c'est clair? Alors, donc... Est-ce que c'est pas... Je le sens autrement, ça pourrait être autrement. Comment? C'est-à-dire de ressentir ce pourrait être autrement, pas ce pourrait être. Bah, simplement, je pense que si on peut l'interpréter comme ça, mais si tu dis ça pourrait être autrement, c'est un peu une pente savonneuse vers une sorte de libre arbitre, tu comprends? En tant que la question c'est, tu n'es que ce que tu es, mais fais attention, parce que ce que tu es, c'est jamais tout à fait vrai, tu comprends? C'est-à-dire, c'est pas pareil d'un point de vue éthique et phénoménologique, tu vois, mais éthique. C'est pas pareil d'un point de vue éthique, dire je suis ton père, tu vois, et dire mais je pourrais être ton cousin, tu comprends? Pas, il ne s'agit pas de ça, et dire je suis ton père est une composition dynamique, tu vois, je ne dois pas me prendre pour, tu vois, c'est quelque part, tu vois, cette phrase très sage que dirait théoriquement le flic, qui est au nom de la loi. Tu vois? Le problème, c'est que les flics, ils ne pensent pas qu'il agit au nom de la loi. Les flics, il est dans l'oubli de l'oubli. Tu comprends? Parce que les flics, il dit au nom de la loi, je vous arrête. Si vraiment les flics
est un flic avec un peu d'éthique, il dit au nom de la loi, je vous arrête, mais le mec il dit bon, putain, d'accord, au nom de la loi, mais moi, d'accord. Mais c'est pas qu'il dit je pourrais être des voyous. Non, il y a cet espace existentiel, tu vois, qui est fondé par le néant. Ce que tu dis me fait beaucoup penser au Sentiment océanique de Romain Rolland. J'écoute les suicidaires et sincèrement, je sais pas être de l'autre côté. C'est-à-dire, c'est pas de l'autre côté, au nulle part. Tu comprends? Mais c'est ça que je comprends pas. Les néants, j'ai jamais compris ce que c'est. Alors, attends, parce qu'on va reprendre ça la prochaine fois. C'est comme personne n'a pas compris non plus. Hein. Je suis pas le seul. Si, je sais. Non. Et il se cache derrière personne. Ouais. Non, mais... Non, je suis bien caché. Hein. Non, c'est bien caché. La question du homme néant, non, à cette distance existentielle qui n'est pas une distance topologique ni temporelle, une distance de soi à soi qui est faite de néant, tu comprends, qui n'est pas faite de quelque chose. Mais cette distance-là est la pure dynamique, tu comprends, c'est la dynamique, c'est le fait de dire, tu n'es pas une pierre, tu comprends, tu n'es pas une pierre. Donc, ce que tu l'es dans une dynamique qui n'est jamais substantialisante. C'est pour ça que l'existence précède l'essence, tu vois. C'est-à-dire que ce que tu es, voilà. Alors, voilà, c'est l'avocat de la chute de Camus qui dit, non, mais moi je suis un avocat qui va à une réunion d'affaires. Non, tu vois, c'est-à-dire, c'est pas que tu es autre chose. Mais dans cette situation, si tu n'écoutes pas les ploufs de la noyée, tu n'es ni un avocat, tu es un salaud. Alors ça veut pas dire qu'un avocat est aussi un sauveteur, tu comprends, de la scène, un sapeur-pompier. Non, le mec, il n'est qu'un avocat, mais un avocat n'est jamais qu'un avocat. C'est ce qui fait dire à Sartre, un médecin qui se prend pour un médecin est un fou. Tu vois. Et c'est là, tu vois, c'est-à-dire les cancérologues, là, à la mode maintenant, même beaucoup de psychiatres maintenant, les cancérologues qui disent, bon écoutez, vous avez pour 2 mois, oui, voilà, grosso modo, bon, ciao. Tu ne peux pas dire vous avez pour 2 mois. Tu ne peux pas dire que vous avez pour 2 mois. Ou les psychiatres, nouveau style, qui dit, bon monsieur, vous êtes psychotique. Vous êtes psychotique, tu ne peux pas dire vous êtes psychotique, tu comprends? Tu ne peux pas dire vous avez pour 2 mois. Tu vois, c'est-à-dire, il y a un truc dans lequel tu es un pauvre con d'être vivant qui est là et qui partage dans la même situation l'effet qu'effectivement il y a quelque chose de la mort qui est pour l'autre, tu vois. C'est pour ça que moi je me souviens toujours un jour avec un cancérologue, Kayat s'appelle, qui était le cancérologue, vous allez mourir, et tous me payent. Et je lui ai dit, tu sais Kayat, le problème c'est que quand tu fais ton diagnostic, tu ne penses jamais que la demi-heure qui suit, tu peux être écrasé par un camion. Tu vois? Bon, ça n'a pas plu. Les gens sont comme ça, ils n'aiment pas le mot. Mais, donc, ce qu'il dit, lui, avec génie, de mon point de vue, c'est avec génie, cette phrase, elle est géniale, c'est si la réalité est l'oubli du maillage, la réalité est l'oubli du maillage. Je dois oublier qu'il y a un maillage. Cet oubli n'est jamais tout à fait saturé. Si cet oubli est saturé, je suis dans la position de celui qui jouit, celui qui est un salaud, voilà. Ou, si je ne peux pas oublier du tout et je ne vois que le maillage, je suis dans la merde. Et ça complique la vie. Le problème, ce n'est pas être psychotique, le problème, c'est comment on traite les psychotiques. Et le problème, ce n'est jamais être psychotique, le problème, c'est comment on traite les psychotiques. Mais le psychotique est quelqu'un qui voit les maillages. Vous voyez, par exemple, Dali, vous voyez, Picasso, Einstein, vous voyez, ce sont des gens qui ont accès au maillage d'une façon un peu trop directe. Vous voyez, ils ont du mal à oublier. Non. Alors, heureusement qu'il y a des enjeux. Alors, si la réalité est l'oubli du maillage, l'oubli de cet oubli nous mène tout droit au réalisme, à la essentialisation du réel. Concrètement, à l'évacuation des doutes légitimes quant à la connaissance à travers une tentative toujours recommencée d'aplatissement de nos 4 points cardinaux. Non? Écraser ce qui nous constitue.
On va recommencer là-dessus, pourquoi? On arrête là, mais pourquoi on va recommencer là-dessus? Parce qu'effectivement, ce qui est en train de changer, que j'ai essayé d'expliquer ce soir, ce qui est en train de changer, c'est ces maillages même. Vous comprenez? Ce qui est en train de changer, c'est le maillage. Comment les maillages s'articulent. Ce que nous sommes en train de vivre est un changement de ce qui nous constitue. Vous voyez, dirait un totémiste, des essences. Les essences qui nous constituent commencent à s'articuler autrement. Vous voyez? Un animiste dirait, peut-être un des mémoires multiples est en train de prendre une autre... Mais en tous les cas, ça s'agence les maillages qui nous constituent. Parce que quand je dis la réalité est un maillage, ce n'est pas la réalité extérieure, la réalité dont je fais part, hein, dont je fais partie. Hein. Bon, la prochaine fois, ce qu'on va continuer avec ce qui est au cœur, effectivement, le séminaire de cette année, Penser agir dans la complexité, c'est effectivement par rapport à cette dissolution si difficile pour nous de concevoir de notre unité. Hein. C'est-à-dire, comment nous voyons cette dissolution de notre unité, hein, et effectivement, on va aller vers à quoi on peut nommer agir, n'est-ce pas? Qu'est-ce que c'est goupille comme agir? Bien. Le 18 mars. Les 18 mars.